Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Gabriela Gonçalves et je suis ravie de co-animer cette session avec Élodie Primo de Moss Mind on Site. Donc avant de commencer, je voulais vous remercier d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. On vous a préparé un contenu très intéressant, à la fois théorique pour comprendre, mais très pratique pour appliquer, avec pas mal de cas aussi. On veut que cette session soit le plus interactif et utile pour chacun de vous. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions via le chat. On y répondra à la fin et si le temps le permet, au fil de la présentation aussi. Hop. Donc, Élodie, je te laisse te présenter. Alors, moi, je suis à la direction de Moss Style depuis bientôt 25 ans. Oui, oui, je sais, j'ai commencé très, très jeune, hein. Moss, c'est un éditeur suisse, vous l'avez entendu, compris, éditeur de solutions digitales de formation. On est basé donc à Lausanne, très près du lac, hein. Notre solution est à la fois des acronymes LMS, LXP, TMS, hein, donc c'est pas simple. Donc, on préfère parler de Smart Learning Portals, donc des portails de formation digitaux qui sont super personnalisables. Et puis, nos solutions, elles vont répondre aussi aux besoins de l'entreprise étendue, c'est-à-dire la formation non seulement des collaborateurs, mais aussi des partenaires et des clients. Merci pour cette présentation. Donc pour ma part, je suis psychologue cognitiviste, donc en fait spécialiste de l'apprentissage chez l'humain et en particulier avec les nouvelles technologies. Et donc je suis learning expert chez Flobo. Donc j'interviens comme chef de projet avec nos clients sur des thématiques très variées et notamment souvent très techniques et terrain, et on va en parler, via 4 missions principales, disons, donc soit de la digitalisation de formation pour nos clients, des modules e-learning, des supports de formation par exemple, soit en les accompagnant pour les rendre autonomes via de la formation de formateurs, de la formation aux outils, à l'utilisation des IA en ingénierie pédagogique, etc. Et du conseil, donc sur les outils, sur les académies internes, sur pas mal de sujets, et également des jeux pédagogiques qu'on fait 100% sur mesure. Donc voilà, globalement pour la présentation aujourd'hui, on vous a préparé un contenu qui du coup va être un petit peu théorique et pratique sur 50 minutes environ de présentation. Et puis ensuite, on vous a laissé 10 minutes de questions où ce sera l'occasion de répondre à toutes vos questions, à la fois celles qui sont potentiellement arrivées pendant la présentation et auxquelles on n'aurait pas pu répondre. Et puis, si vous en avez qui vous en restent à la fin, avec plaisir. Donc, dans le chat, hein, comme vous avez vu, vous êtes bon à écrire dans le chat, donc gardez le rythme. Et puis, elles sont bienvenues donc à tout moment dans le chat, on y répondra à la fin. Alors, donc, au programme aujourd'hui, le plan du jour un petit peu, c'est une première partie pour comprendre qui sont les équipes terrain, leurs contraintes, leurs spécificités et avoir en fait toutes les informations qui sont importantes à ce sujet pour la suite. Donc la deuxième partie, on va se focaliser sur comment adapter la formation à ces populations justement et donc aux contraintes évoquées. Et ce sera l'occasion notamment pour Élodie et moi de vous partager pas mal de cas concrets, de choses qu'on a mis en place chez nos clients et qui fonctionnent bien. Et enfin, les bonnes pratiques à garder et à appliquer pour améliorer ces formations. Parce qu'on aime bien vous partager des choses un peu concrètes avec lesquelles vous pouvez repartir de ce webinaire un petit peu, bon, très bien, Gabriel, Élodie, vous avez dit beaucoup de choses, mais finalement, par où je commence? Donc, ce sera le moment d'y répondre. Et puis, on terminera par répondre à toutes vos questions en clôture de nos échanges. Hop, on peut donc passer juste un petit peu à une petite introduction sur le sujet, parce qu'en fait, on parle de l'équipe terrain, mais il faudrait peut-être définir ce que c'est tout ça. Donc, pourquoi c'est intéressant cette thématique et pourquoi on l'a choisie aujourd'hui pour échanger avec vous? C'est parce qu'on reçoit encore beaucoup de retours de nos clients, tels que ceux-là, donc que nos formations sont pas digitalisables, que nos collaborateurs n'ont pas d'ordinateur, ou que ce sont des opérationnels qui n'ont pas vraiment de temps à dédier à la formation. Donc, à la fois des contraintes techniques, comme l'accès à l'ordinateur, par exemple, des contraintes organisationnelles, temps, timing dédié à la formation, et puis des éléments que je qualifierais pas vraiment de contraintes, mais plutôt de craintes sur l'aspect non digitalisable. Donc on y reviendra, mais je dirais qu'il n'y a pas d'indigitalisable. Il y a effectivement des choses qui sont intéressantes à digitaliser et d'autres moins, mais rien n'est fondamentalement impossible à digitaliser en formation. Donc je trouvais que c'était hyper intéressant de revenir sur ces retours-là qui
qui sont assez fréquents, mine de rien. Hop. Et donc sur, la partie 1 avec un peu plus une définition concrète, des équipes terrain, mais en fait, qui sont-ils, Élodie? Alors cette, notion de population terrain, elle va dépendre du contexte. Ici, on est en ressources humaines, donc elle va s'employer généralement pour, distinguer des collaborateurs opérationnels de ceux qui sont dans des fonctions de support, de management ou siège. Le raccourci, c'est, col bleu, col blanc. La population terrain, elle va désigner finalement l'ensemble des salariés qui vont exercer directement leur activité au contact de la prod, ou des clients, des usagers, selon comment on les appelle, ou de l'environnement opérationnel de l'entreprise. Je vais vous donner, quelques exemples. Dans la grande distrie, on va être sur les caissiers, les employés de rayon, les livreurs. Dans une entreprise industrielle, là, on parle d'opérateurs, de techniciens ou encore de chauffeurs. Voilà pour cette définition. Très clair. Hem, et donc comme on disait, ces métiers-là qui sont très terrain, ils ont quand même pas mal de contraintes, qui y sont liées. Donc si on revient un petit peu sur ces contraintes-là, comme vous le voyez, il y en a quand même pas mal et elles sont assez spécifiques. Donc d'abord, il y a les emplois du temps chargés, je pense que c'est un des points qui revient le plus souvent. Les équipes qui sont souvent sur le terrain justement, donc en mouvement, et ils ont peu de temps à se dégager pour, vraiment, se former. Et donc c'est souvent ce qui revient avec les populations de commerciaux notamment, qui sont souvent en déplacement ou en rendez-vous client. C'est quand même, des choses, qui sont à prendre en compte et on y reviendra, par la suite. Il y a également la priorité qui revient un petit peu avec, l'emploi du temps chargé, mais la priorité qui est donnée aux tâches très opérationnelles. Donc dans ces métiers, l'activité quotidienne et la continuité de service, ça passe toujours avant pas mal de choses et notamment avant la formation. Donc on peut vite avoir l'impression que, la formation est secondaire, alors ou impossible à caser, en fait. Donc je pense que, enfin je pense notamment à certains de nos clients dans le secteur industriel où en fait, ils se doivent de prioriser ce qui se passe, d'un point de vue opérationnel sur site, en usine. Et donc c'est vraiment quelque chose à avoir en tête en tant qu'ingénieur, ingénieur pédagogique, responsable de formation pour, adapter tout ça. Le troisième point qui revient pas mal, c'est la difficulté d'accès aux ordinateurs ou aux plateformes de formation. Donc contrairement à des populations de bureaux, on ne peut pas toujours compter sur un accès simple ou permanent au digital. Et ça, c'est une vraie barrière importante à prendre en compte, à la fois dans la logistique de déploiement des formations, mais aussi dans la conception même, en fait. Quand on est en train de concevoir, de l'avoir en tête, parce que je ne vais pas développer un module e-learning de la même manière s'il est visionné sur smartphone ou sur ordinateur. C'est des choses à avoir, à prendre en compte. Il y a aussi la question de l'adaptation aux modalités pédagogiques. Donc tous les formats fonctionnent pas de la même manière avec toutes les populations, ça c'est une évidence et donc de privilégier en fait les formats qui vont le mieux fonctionner avec ces populations techniques, opérationnelles, rythmées. Il faut avoir des approches qui sont très, engageantes et qui respectent leurs, contraintes et leurs habitudes de travail. Enfin, on ne peut pas oublier, le niveau de connaissance préalable. Donc selon les personnes, leur expérience ou leur parcours, le point de départ pré-formation pardon, n'est pas le même en fait. Certains, ils vont avoir des bases solides à la fois sur le sujet, même sur la langue. D'autres, découvrent complètement le sujet et donc vraiment créer peut-être des groupes pour éviter justement un niveau, très hétérogène et maximiser l'homogénéité du niveau de connaissances préalables à la formation pour que ça puisse être utile pour vraiment tout le monde. Et donc comme je disais, ce niveau, il peut concerner à la fois la thématique en tant que telle de formation, mais parfois aussi la langue et c'est ce qu'on fait souvent pour nos clients, c'est de traduire l'ensemble des modules, qu'on développe pour, ces populations-là dans les différentes langues parlées au sein de la population apprenante, pour être sûr que, cette formation-là, elle reste accessible et surtout elle soit utile, pour tous. Donc en fonction de la population, il y a bien d'autres contraintes que j'ai pas évoquées, hein, qui peuvent apparaître et c'est pourquoi ce qui est fondamental et ça d'ailleurs pour tout type de formation, c'est de creuser le besoin, les caractéristiques, des apprenants, les enjeux qu'ils ont sur le terrain, mais aussi leurs contraintes, donc organisationnelles, logistiques et cetera. Le niveau de connaissance préalable au sujet, et tout ça, ça permet d'avoir le maximum d'infos pour pouvoir adapter un maximum justement, pendant la conception et la production des modules, ou des supports de formation à, ces contraintes-là. Donc, quand on additionne tout ça, ça fait quand même,
Ça fait quand même pas mal, on comprend bien le défi et donc ce à quoi on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est comment offrir une formation digitalisée, adaptée, efficace, mais engageante, malgré les contraintes, des métiers techniques et opérationnels. Donc c'est la question qu'on va explorer aujourd'hui, et avec des exemples concrets et des pistes, de solutions, n'est-ce pas Élodie? Complètement. On a pas mal d'expérience, je pense, dans les 2 sociétés, concernant, ces populations. Puis c'est bien de venir sur, des cas très concrets qui nous permettent, effectivement d'amener, d'illustrer ce qui se passe et de donner, aussi quelques pistes. Tout à fait. Il y a si on veut passer à la slide suivante, on a le cas du BIOD, donc c'est le Bring Your Own Device. C'est une pratique qui consiste à utiliser ses appareils personnels, que ce soit un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable, dans le contexte professionnel pour effectuer donc des tâches liées au travail. Ça va permettre aux employés d'accéder au réseau, mais aussi aux ressources de l'entreprise en utilisant leurs propres appareils. Et puis, alors, j'ai vu qu'en France, on dit PAP, prenez vos appareils personnels ou avec, apportez votre équipement personnel de communication. Alors, on va garder BIOD, hein, comme ça, on met tout le monde d'accord sur l'acronyme qu'on va utiliser là-dessus. Et puis au début des années 2010, donc c'est aussi avec l'avènement du mobile, le biode, il est devenu une pratique très largement répandue. Ici, on a quelques chiffres qui nous disent que plus de 80% des entreprises, 80% pour les Suisses, ont recours au biode. Donc on voit pratique largement répandue et qu'on a 67% des entreprises qui appliquent une politique biode. Donc, un encadrement de la pratique dans l'entreprise elle-même. Après, si le biode présente de nombreux avantages, hein, il y a quand même également quelques problèmes. On voit que 30% des responsables IT affirment que la sécurité des infos, ben, c'est un obstacle finalement à l'adoption du BIOD et le principal. Après, les organisations, elles sont particulièrement préoccupées par la fuite de données sensibles, hein. Il y a aussi la question de la vie privée des employés qui va empêcher les entreprises de mettre en œuvre le BIOD. Alors, on va voir quelques questions que les gens se posent, les principales. Si tu veux bien faire voilà, les questions à se poser. Donc, puis-je refuser d'utiliser mon téléphone personnel pour le travail? Eh bien, oui, si le contrat de travail ne prévoit pas l'utilisation de son téléphone personnel dans le cadre de son travail, ben, le salarié, il peut refuser de l'utiliser pour le travail. Après, peut-on obliger un salarié à installer une application professionnelle sur son téléphone perso? Non. Donc, sauf disposition contraire, acceptée par le salarié lors de son embauche ou après avec un avenant, quelque chose d'écrit, généralement, l'employeur il ne peut pas obliger le salarié à installer une application professionnelle sur son téléphone personnel. Et puis la question aussi de la sécurité, donc parce que les appareils mobiles, ils peuvent servir de vecteurs d'attaque par le biais soit de téléchargement d'applications dangereuses ou la consultation de contenus dangereux. On sait que 40% des failles de sécurité dans les organisations, elles sont dues à des appareils ou des équipements qui sont perdus ou volés. Donc les entreprises, elles doivent être finalement super rigoureuses dans la sécurité de leur base de données. On le voit aussi en tant qu'éditeur, hein, on a des contraintes particulières, c'est vraiment très contingenté. On a la RGPD, on a la NLPD en Suisse qui vient aussi encadrer tout ça. Donc, c'est pas forcément très simple à mettre en place, mais ce sont des règles, je dirais, de prudence à mettre en place et les entreprises, maintenant, dans les formations qui sont aussi à destination de ces populations terrain, on voit aussi des formations cybersécurité de plus en plus. On va maintenant voir quelques exemples parmi des clients qu'on a pu avoir. Alors, l'association sportive ici, si je prends un contexte football qu'on connaît bien, pour les grandes manifestations européennes ou mondiales, ça va être des milliers de volontaires qui doivent se préparer avant d'arriver sur les terrains.
Donc pour certains, l'équipement, il va être fourni. Pour d'autres, ben, leur téléphone fera l'affaire, hein. On doit prendre en compte, que tout le monde n'a pas un forfait, si on prend son téléphone portable ou que le wifi est à disposition dans les espaces, mais il n'est pas forcément toujours, disponible. C'est pour ça qu'une application déconnectée, ben, c'est un grand plus. Les volontaires, ce qu'on a vu dans les pratiques de dispositifs, c'est qu'ils vont avoir un onboarding qui va leur permettre, par exemple, de découvrir les stades avec notamment de la réalité virtuelle parce que concrètement, ils ne vont arriver que la veille sur les sites et il faut qu'ils puissent déjà les connaître à l'avance, donc connaître les locaux et puis aussi, il y a toute la partie processus qui est à mettre en place. Et on a bien aussi la sécurité de leur côté à voir. Donc voilà, pour l'exemple de cet événementiel qui est dans l'entreprise étendue avec des volontaires qui sont externes bien souvent. On a d'autres cas qu'on va découvrir, donc des populations sans adresse, mail. Comme exemple, la restauration, d'entreprise, qu'on compte aussi parmi nos clients. Donc dans ce cas-là, on a besoin aussi de pouvoir les engager, dans l'espace de travail digital. Ce qu'on essaye, c'est d'enlever des barrières à l'entrée, à la formation. Donc, il y a quelques moyens que je cite ici. Donc, si on est dans le cadre du BIOD, on peut leur envoyer aussi des infos de connexion par SMS. Donc, il faut au préalable qu'on ait le numéro de téléphone dans le profil utilisateur. Il va recevoir son SMS et à travers le SMS, ben, un lien qui lui permettra d'ouvrir directement l'accès au dispositif depuis son téléphone. Après, on a d'autres cas où ça va être les managers qui vont pouvoir connecter les membres de l'équipe hein, via sa propre interface finalement. Et puis, à partir de là, il va laisser les collaborateurs se former tranquillement, mais l'accès sera fourni par le manager. Dans d'autres cas, ben, l'information, c'est le plus fréquent, elle est envoyée à un référent qui va transmettre ça aux collaborateurs. Donc, on en vient à imprimer des pages avec des liens, adresses et login, mot de passe en clair, ce qui n'est pas très sécurisé. Mmh. Voilà pour ces accès aux populations mail. Ensuite, on va venir maintenant sur un exemple des centres automobiles. Alors, ils ont des caractéristiques particulières, les centres automobiles, c'est qu'il peut aussi y avoir une population d'intérimaires pour la saisonnalité dans les centres qui traitent les pneus, notamment. On a d'autres contextes. Ici, on est chez un client qui est là, révise des voies des voitures et fait des contrôles hein, sur les voitures. Donc, sur ces parties aussi d'intervention dans un contexte d'un atelier, je vous laisse imaginer que les contraintes de sécurité, elles sont aussi importantes parce que les manipulations peuvent amener aussi les personnes en situation de difficulté si les consignes ne sont pas bien appliquées. Donc, c'est hyper important de pouvoir les former. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les PC, il y en a peu dans les ateliers. Généralement, ils sont réservés aux gens de l'accueil, etc. C'est pour ça que, principalement, des tablettes vont être mises à disposition pour accéder à la formation directement en situation de travail. Dans les pratiques, on voit aussi beaucoup du tutoriel vidéo pour avancer donc pas à pas, et puis se former vraiment en situation de travail. On peut avoir aussi un certain nombre d'accès via des QR codes, etc., sur les équipements en particulier. Voilà pour ces populations de centres automobiles. Maintenant, un deuxième exemple qu'on connaît bien, ce sont les compagnies aériennes. Alors là, on parle dans le cadre des compagnies aériennes du personnel navigant. Le personnel navigant, il peut être technique, c'est les pilotes, ou commercial, donc les stewards
notamment. Et dans leur contexte, ils vont aussi avoir besoin de télécharger les contenus pour les jouer en mode déconnecté. Parce que oui, les pilotes se forment parfois en vol, mais principalement, ça va être dans les hôtels, dans des destinations parfois exotiques, mal connectées, etc. Et puis là, on va pouvoir reconnecter dès qu'on a un peu de Wi-Fi ou autre, pouvoir connecter directement avec le LMS pour envoyer les données. Dans les spécificités aussi qu'on a pour les clients de l'aéro, par exemple, c'est que il est interdit de se former en se connectant au Wi-Fi ou de télécharger des contenus en se connectant, pardon, à la 3G ou 4G ou 5G. Donc, c'est vraiment que quand on a du Wi-Fi, donc on peut mettre en place des paramètres qui sont aussi assez sophistiqués selon les besoins de terrain qu'on va avoir. Après, il y a d'autres cas comme les plateformes pétrolières, enfin voilà, les populations terrain éloignées, on a pas mal d'exemples. On va venir maintenant sur le secteur du BTP, où là, on est sur des populations qui vont être sur des chantiers. Donc, je vous laisse imaginer quel est leur espace hein, auquel ils vont avoir accès. Donc, ils ont leur smartphone. C'est pour ça que une application, c'est aussi très confortable pour eux. Souvent, ces populations, elles sont volontaires pour utiliser leur smartphone. Elles sont généralement aussi bien équipées personnellement. C'est rare qu'elles soient équipées par les entreprises, donc on est bien dans le cas du BIOD. Et ce qu'on voit aussi, c'est justement ils se regroupent hein, dans des cabanes de chantier, hein, ce sont des containers mis à leur disposition, et c'est là qu'on va pouvoir installer du print, hein, donc des affiches par exemple pour la communication, de mettre les QR codes pour accéder aussi aux formations qui sont sur la plateforme. On va privilégier dans leur contexte plutôt de la micro-formation, donc des petits modules. Ce qui les intéresse aussi, bah, ils sont fans comme nous tous hein, des chaînes vidéo. Donc si on peut mettre en place justement une chaîne vidéo, c'est un grand plus pour eux. Donc voilà, donc une manière d'animer aussi et de pouvoir profiter de ces réunions de chantier pour avoir des moments d'échange aussi autour de la formation. Tout à fait. Et ce que tu dis sur les affiches, print, QR code et cetera, ça me fait penser à quelque chose d'important. Pour certains de nos clients chez Flobo, je pense notamment à un de nos clients dans la distribution agroalimentaire, pour qui on a conçu, produit et déployé tout un parcours de formation scénarisé à destination de leurs commerciaux, du coup. Donc on a utilisé un vrai levier d'engagement et de motivation, c'est la scénarisation. Donc, juste avant d'entrer dans le détail, définir un peu ce que j'entends par scénariser, c'est le fait de raconter une histoire autour de la formation et à l'intérieur de cette formation. Quand je dis à l'intérieur, c'est que l'apprenant au sein même du module e-learning, du présentiel, et cetera, va être amené à découvrir le contenu pour résoudre une enquête, par exemple, pour poursuivre l'histoire. Et quand je dis autour de la formation, je veux dire justement que chaque communication à propos du parcours est scénarisée également, dans le même univers. Donc, admettons que ce soit justement via des prints et des affiches qui sont déployés dans les préfabriqués de chantier. Ça va être aussi narré autour de l'histoire de la formation. Donc, pour reprendre l'exemple des commerciaux, c'était une histoire où l'apprenant allait conquérir de nouveaux territoires commerciaux sur Mars. Et ben, toutes nos communications, y compris les prints, portaient là-dessus. Il y avait une interview du président scénarisée, comme un témoignage, des affiches très visuelles dans ce même univers qui étaient imprimées et affichées dans les salles de pause, etc., des newsletters déployés pour annoncer le déploiement du parcours. Donc, au-delà de la scénarisation ou de la gamification, vraiment faire. Enfin, je veux juste insister sur cette partie communication qui est vraiment centrale pour faire adhérer la population terrain au projet. Et c'est un des enjeux majeurs de ce type de projet, souvent, c'est de convaincre de l'intérêt de la formation. Et pour ça, la communication, c'est fondamental. Et donc, on va revenir là-dessus et sur d'autres petites astuces dans cette dernière partie avec les bonnes pratiques à mettre en place. Et donc, comme ce que je vous ai mis là, tous ces projets ont commencé avec des erreurs et des échecs. Donc, persévérer, c'est vraiment le maître mot. Et on y reviendra juste après par rapport au fait de tester les projets avant de les déployer. Ça, c'est vraiment, vraiment important.
Donc tout d'abord, identifier les besoins spécifiques des collaborateurs terrain. En fait, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait, qu'il y ait chacun des caractéristiques, des contraintes à la fois organisationnelles, enfin sur plein de sujets. Donc avant tout, il faut définir de quoi ils ont besoin. Quels sont les enjeux sous-jacents? Je prends souvent cet exemple, mais si on veut former, sur de la vente additionnelle, par exemple, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a des objectifs derrière qui sont pas encore atteints? OK, donc Mhm. là, on comprend mieux l'enjeu derrière. Ça fait aussi partie des informations à prendre en compte en amont, du projet. Ensuite, identifier quel contenu, donc distinguer les éléments utiles, sous, tel type de format et puis, peut-être, des éléments un peu plus profonds pour avoir des temps de formation dédiés, que ce soit en présentiel, en classe virtuelle, avec des temps un peu plus synchrones. Quelles connaissances ou compétences ils pourraient acquérir ou développer, toutes les spécificités de la cible, langue, niveau de connaissance sur le sujet, niveau de langue également, parce que ça va aussi jouer sur le vocabulaire. Tout ce qui concerne l'accessibilité, l'aisance aussi avec les outils numériques, c'est souvent un sujet, sur ces populations et les habitudes de formation également. Les spécificités matérielles, on en a parlé avec Élodie, est-ce que c'est du biode? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis à leur disposition? Si oui, quoi? Et dans quelles, conditions, dans quel environnement? Tout ça, c'est vraiment un ensemble d'informations, c'est un petit peu une mine d'or pour, avoir une approche la plus centrée apprenant et centrée aussi, technologie, c'est-à-dire, on va adapter en fait, au device qui va être utilisé. Et puis, évidemment, parce que là, c'est vraiment le sujet, évaluer les moments qui sont disponibles pour la formation. Savoir dans quel environnement c'est, peut-être à quel moment, combien de temps ils ont. Tout ça, ça va nous permettre d'adapter au maximum. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit warning, mais se dire s'ils ont vraiment pas le temps, en fait, on ne peut pas les former. Même si c'est 5 minutes, ça pourra toujours être utilisé avec du micro-learning et cetera. Donc voilà. Et puis avoir en tête aussi que le temps passé en formation, c'est un investissement à long terme, d'une vraie montée en compétences au quotidien et ça permet aussi de fidéliser les collaborateurs, de gagner du temps, réduire le temps d'accomplissement des tâches. Ça répercute vraiment côté chiffres aussi, positivement, donc c'est intéressant à mesurer quand c'est possible. Pour reprendre l'exemple des ventes additionnelles, regardez par exemple quelques mois après si les objectifs ont été atteints ou pas. Et puis la formation, c'est aussi très utile pour la mobilité interne. Donc, ça évite les nouveaux recrutements, on connaît déjà l'entreprise, ça permet de faire des recrutements en interne, en fait, via ces parcours de montée en compétences, sur d'autres missions. Donc je crois que je vous ai remis ici un peu plus en détail, effectivement, les enjeux, la population, les besoins qui en découlent, définir les sujets prioritaires et puis identifier toutes les modalités qui seront les plus, adaptées à toutes leurs contraintes. Ensuite, une autre bonne pratique, c'est de transformer les experts terrain en co-créateurs de contenu pédagogique. C'est quelque chose que j'aime bien mettre en avant parce que ça marche, super bien. Ça devient un petit peu des ambassadeurs du projet au final. Donc ils ont l'expertise terrain et très souvent autant d'un point de vue théorique et technique que, d'expérience terrain et en fait, c'est 2 choses, qui vont constituer une mine d'or d'informations pour, l'ingénieur pédagogique. Donc il faut vraiment capitaliser sur ce savoir, des experts pour créer du contenu et qui de mieux, que les experts pour savoir, les besoins et puis surtout, enfin, concrètement, comment ça se traduit vraiment sur le terrain au quotidien, quoi. Donc ce sera forcément plus adapté, plus concret aussi pour les apprenants, plus proche de leur quotidien et puis, forcément, quand c'est plus proche de notre quotidien, on y voit un peu plus l'intérêt, de cette formation-là et ça crée, 3 choses, je dirais. Un effet de génération. Déjà, les experts étant impliqués, en fait, ils vont aussi mieux retenir ce qu'eux-mêmes ont expliqué. Donc c'est à la fois bénéfique pour les experts engagés dans le processus et pour les apprenants qui vont en bénéficier. Ça améliore aussi la transférabilité des connaissances et des compétences, dont, le sujet de la formation, sur leur lieu de travail. C'est pas uniquement la formation, puis le lieu de travail, c'est qu'en fait, on transfère très facilement ce qu'on vient d'apprendre à notre quotidien. Et puis aussi, ça leur permet souvent de diffuser les informations liées au projet via les équipes terrain, en fait. C'est souvent ce qu'on appelle, l'effet tache d'huile. Ça diffuse la culture de l'apprentissage au plus proche de la population qu'on cible. Donc finalement, c'est tout ce qu'on souhaite et ça va servir le projet, global, d'organisation apprenante. Ensuite, alors je crois qu'aussi je vous ai remis ici. Je vais juste ajouter une petite chose justement concernant les experts. On a, nous, l'exemple d'un client qui a développé un portail qui s'appelle Métier Connect et qui permet aux experts de pouvoir échanger entre eux des bonnes pratiques, de poser des questions et puis d'avoir ce rapport très terrain entre experts, d'identifier les gens et d'avoir
des réponses à des questions. Donc ça, c'est un peu nouveau par rapport à l'intégration des experts eux-mêmes dans la prod de contenu, ce qui fait qu'à partir aussi des données qui ont été produites, ça va permettre de pouvoir continuer le processus d'optimisation des contenus. Donc, on part effectivement sur des bases vraiment terrain à partir de ces échanges très concrets et au moment où ils en ont besoin. Oui, tout à fait. Puis ça peut être, justement via les partages entre eux, et donc de vraiment s'appuyer sur leur expertise et de co-créer avec eux ou en les formant même, à devenir, un petit peu des concepteurs, pédagogiques à temps partiel, mais qui puissent, tout de suite capitaliser sur leur expertise et une fois qu'ils identifient un besoin sur le terrain, de pouvoir créer un peu plus, aisément via des outils digitaux notamment, des supports, des modules, enfin du contenu pédagogique, directement lié à leur expertise. Donc ça permet aussi de gagner, à la fois du temps et puis de les faire monter en compétences sur ces sujets. Donc ça peut être vraiment 2 axes, de la co-création ou vraiment les rendre autonomes, sur aussi des sujets de pédagogie. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, donc créer des contenus efficaces. Ce que j'entends par efficace, c'est d'un point de vue pédagogique, en utilisant des leviers adaptés. On en a cité certains, la scénarisation, la gamification, le fait de rendre vraiment la formation, un jeu en fait, l'implication des experts et cetera. Tout ça, c'est des leviers, qu'on va pouvoir utiliser pour que ce soit le plus efficace d'un point de vue pédagogique et efficace d'un point de vue, technologique, si je puis dire, parce qu'on va adapter ce qu'on crée au device qui est utilisé. Donc typiquement, la taille de la police, par exemple, la simplicité d'accès aux différents boutons de navigation, ça va pas être la même chose sur un smartphone ou sur un ordinateur. Et puis d'un point de vue organisationnel aussi, hein, ça peut être via des modules qui sont très courts, quand on sait que, ces populations-là ont souvent entre 2 rendez-vous, 5 ou 10 minutes de disponibles pour pouvoir, se former. Ça peut être via des micro-learning ou des quiz assez rapides, faciles d'accès pour se tester régulièrement. Ça peut être aussi des fiches, pédagogiques qui reprennent un ensemble de bonnes pratiques ou de procédures, sur lesquelles ils puissent, s'appuyer, assez rapidement. Et puis utiliser les outils adaptés. Donc ça rejoint ce que je viens de dire sur le point de vue technologique. Il faut que, du coup, on utilise les bons outils pour les bons devices, pour éviter les retours, ceux qui soient sur, la technologie ou, sur, enfin voilà, que ça fonctionne pas ou que c'est difficile d'accès ou qu'il y a eu un problème technique et pouvoir maximiser vraiment les chances, d'avoir une bonne, expérience apprenant pour aussi convaincre, parce que c'est sûr que quand on le fait une première fois et qu'il y a des bugs, que ça fonctionne pas trop bien ou que c'est pas adapté au device qu'on utilise, ben, on a moins envie d'y retourner. Alors que quand ça fonctionne, directement, on est un peu plus porté sur le contenu et là, ça devient intéressant. Pour les dernières petites, astuces, de lancer vos dispositifs test. Donc, effectivement, test and learn, c'est hyper intéressant de tester quand vous en avez l'occasion, parce que j'ai bien conscience que c'est pas toujours le cas, de tester vos dispositifs avec une partie de la population cible. Si c'est à déployer à l'ensemble, vos organisations diffusées sur le territoire, d'en sélectionner une, pour, tester ce dispositif-là et ça permet d'avoir des retours, sur les difficultés rencontrées, d'améliorer, des choses, peut-être d'avoir d'autres idées. Parfois, on a des retours qui peuvent nous dire: «Bon, bah, c'est vrai qu'on est revenu sur ce point-là et c'est intéressant, mais peut-être que du coup, ça me fait penser à autre chose et qu'on pourrait intégrer, cette définition ici ou peut-être une anecdote, quelque chose de très concret que j'ai vécu sur le terrain qui permet d'illustrer pas mal. Enfin, ça, c'est vraiment des retours qui sont très, très précieux pour améliorer, ces dispositifs. Donc avant de diffuser à l'ensemble de la population, de d'abord, tester quand on en a l'occasion avec une partie de la population. Et puis On comme, appelle ça, les nous, on dit les POC. ah! C'est ce qu'on aime bien aussi en termes de déploiement de plateforme, de pas commencer avec tout le monde sur tous les sujets, de commencer sur un sujet bien business avec les points de douleur, hein, justement. Et c'est intéressant de voir que l'approche, elle vient souvent sur les populations terrain. Donc c'est souvent, on POC souvent sur des populations terrain parce qu'elles sont exigeantes. On pourra en reparler tout à l'heure en conclusion. Tout à Donc voilà. fait. Ok, ok.
Et puis en plus, comme les experts, un petit peu ambassadeurs dont je parlais tout à l'heure, ça implique aussi en fait. Ça contribue à la diffusion des informations liées au projet et puis ça les implique eux dans le processus en nous faisant des retours qui sont ensuite, évidemment pris en compte. C'est tout le but, de le tester, au préalable. Ensuite, d'évaluer les résultats. Alors ça va être regarder, évidemment toutes les données qu'on a via le LMS, donc le taux de complétion évidemment, la durée ou enfin d'ailleurs le taux de connexion même, avant de complétion. La durée qui nous indique pas mal de choses. Si par exemple on voit que c'est, un module qui est censé durer, 5 à 10 minutes et que le la moyenne ou la médiane, se situe autour de 30, 40, 50 minutes, alors soit on a mal évalué le temps qui était nécessaire, soit il y a peut-être un problème technique ou un problème d'ergonomie ou peut-être que le contenu est trop difficile. Enfin, il y a quelque chose à aller, creuser là-dessus. Donc évaluer les résultats, ça nous permet aussi, en plus du feedback, direct, d'avoir, des données, en fait, sur lesquelles, s'appuyer pour améliorer. Donc ça, c'est hyper précieux aussi et puis, les feedbacks, donc avec le groupe test notamment, puis tout au long du déploiement, en consultant les apprenants. En regardant à la fois donc les résultats et en même temps les consultants, quand c'est possible. Ça peut être via des formulaires, ça peut être, via un certain nombre de choses, mais, d'avoir leur retour aussi une fois déployé, ça permet encore de s'améliorer et plus on adapte, plus on s'améliore, plus c'est pertinent pour la population et plus c'est efficace, donc c'est hyper important. Et le dernier point, ce serait de diffuser l'information parce qu'en fait, on peut faire un super projet, mais si personne ne le sait et ben, c'est dommage quoi, ça marche pas. Donc la communication autour du projet, c'est vraiment central et je trouve que c'est trop souvent oublié. Donc je pense que c'est important de construire, son plan de communication, son plan de déploiement au même temps qu'on conçoit la formation. Ça permet déjà d'y réfléchir à comment, on va le présenter, quel support on va utiliser et si c'est scénarisé, ça nous donne quand même pas mal d'idées créatives souvent. Ce qui permet d'avoir quelque chose de cohérent, global, d'efficace le jour du déploiement, que tout le monde ait été, informé, ait toutes les informations dont ils aient besoin, à la fois d'accès et à la fois sur le contenu qui va être abordé, que les managers aient pu en parler, avec, leurs collaborateurs, que tout le monde soit vraiment informé le plus possible, pour éviter le côté, j'arrive en formation si c'est une formation en présentiel et en fait, c'est juste que je dois être là, mais je sais pas trop ni pourquoi, ni ce qu'on va faire. Ça, c'est vraiment à éviter et ça permet à chaque apprenant de se préparer, de comprendre l'enjeu et donc d'être, tout de suite plus impliqué dès le début. Donc voilà pour les bonnes pratiques. On va arriver sur, la conclusion pile, dans, le timing. Donc globalement, ce que je dirais un petit peu, à retenir, au-delà des pratiques qu'on vient de citer, c'est qu'aucune formation est fondamentalement, indigitalisable. Il y a des bouts de formation ou des bouts de thématiques qui vont être plus pertinentes à digitaliser. Je pense notamment à du contenu un peu plus théorique. Et puis, de garder en synchrone via des classes virtuelles ou via des formations en présentiel, des mises en pratique ou, pas mal, d'ateliers pour échanger entre pairs. Donc tout ça, en fait, ça va juste être, l'adaptation à la modalité, le choix de quelle partie, je choisis de présenter sous quelle modalité, en fait, pour que ce soit vraiment adapté et pas que du coup, on ait des échanges entre pairs, mais via une plateforme et que ce soit un peu plus compliqué et cetera. Ça peut être en présentiel ou en synchrone, c'est super sympa et ça permet vraiment l'émergence de pratiques entre eux aussi. Donc voilà, c'est fondamentalement, je trouve qu'il y a pas d'indigitalisable. Il faut juste identifier ce qui est le mieux à digitaliser, et donc il ne faut pas que ce soit un réel frein, à la formation. Et du coup, Élodie, est-ce que tu avais un autre, point à ajouter? Moi, c'est plutôt sur l'ancrage dans le quotidien que je voulais conclure avec quelques notions autour de l'accessibilité. Donc, on l'a vu, une compatibilité mobile, hein. Ça va commencer par les supports utilisés, tablettes, smartphones, hein, qui sont à portée de main. Donc, tu l'as précisé aussi, les contenus sont adaptés dans ce contexte-là. On a aussi le côté accès à la formation au niveau de l'authentification. On parle de SSO pour authentification unique, par exemple depuis leur espace intranet ou leur SIRH, etc. Donc ce qui est demandé, c'est qu'il y ait très peu de clics pour accéder à l'intérêt formation.
Et puis des formats courts, donc tu l'as dit, micro-learning et accessible aussi côté offline déconnecté, donc ça c'est important. Tout à fait. Après, il y a une approche pratique et collaborative qui doit être proche de la réalité du terrain. Ce que j'appellerais la formation dans le flux de travail, c'est de pouvoir avoir des guides pas à pas ou des checklists. Je l'ai mentionné précédemment, donc les QR codes, des notifications qui peuvent être contextuelles. Si je donne l'exemple dans la restauration, dans dans les fameuses grandes écoles suisses, on a des équipements qui permettent d'avoir tout au long de de la démarche des notifications, des petits rappels. Quand on prend la commande, avez-vous vérifié que le pain est sur la table? Ne faites pas de pas inutiles, regardez s'il y a encore la carafe d'eau, etc. Donc des choses comme ça qui viennent ancrer des bonnes pratiques du nudge, hein, ce qu'on appelle typiquement. Donc pour moi, Ouais. c'est aussi important de l'avoir. Et puis un accompagnement qui est multimodal au final, parce que le présentiel, il y a quand même un engouement pour être là, mais c'est pas forcément de les sortir en salle, mais bien de rester sur le terrain. Et ça commence aussi depuis l'onboarding. Et on va avoir des formations qui ils vont être dispensées et rythmées avec une présence sur des ateliers sur site, hein. On le voit, que ça soit dans le retail, au niveau des magasins, pour travailler sur les gondoles, etc. Donc c'est important d'être là. C'est souvent le manager qui anime dans ce contexte-là. Donc c'est bien aussi qu'il ait les outils qui lui permettent d'organiser ses sessions, etc. Et puis, on parle pas mal de formation aussi en binôme. Alors, on peut dire mentorat, compagnonnage, des termes, etc., avec des collègues qui sont plus expérimentés, qui permettent aussi une entrée, un onboarding plus humain. Et puis, il va y avoir ce partage d'expérience qui se fait généralement au quotidien, hein. C'est des 5 minutes pour échanger sur un cas vécu. Ça, c'est vraiment des approches très pragmatiques. Et puis, tu l'as mentionné auparavant, on parle de communication. Moi, je dirais presque plus avoir une approche marketing Ouais. qui va même définir des personas qui vont permettre de voir comment on va adapter aux différentes situations, donc d'avoir un vrai plan de com. Et puis, je vois dans les pratiques de nos clients, il y a aussi les réseaux sociaux internes. Et quelquefois, bah, quand il n'y en a pas, on voit même des groupes WhatsApp qui naturellement s'organisent de la part des employés. Donc voilà pour ma conclusion avant de passer aux questions. Tout à fait et ça rejoint un petit peu ce que tu dis, mais c'est vrai que, la formation, il y a aussi un côté, donc marketing, mais enjeu business, en fait, hein. C'est un investissement, ça aide à la mobilité interne, à la fidélisation des collaborateurs et puis globalement, ça permet d'élever le niveau de compétence, de tous les collaborateurs donc de prendre moins de temps pour une tâche, enfin, c'est vraiment un enjeu business aussi, donc à avoir en tête, à la fois comme argument, de formation et aussi, justement comme mesure, en fait, à prendre, après aussi pour évaluer les résultats et puis, que tout ça, fonctionne, ensemble. Complètement. C'est des populations qui sont exigeantes finalement et pas si facile que ça à engager. Donc si vous y arrivez, ça veut dire que ben voilà, on est sur des populations presque de clients côté entreprise étendue. Donc voilà, c'est des populations super intéressantes à adresser. Et je pense que ben, les clients qui sont dans ces typologies de population le savent et sont assez pointus dans ce qu'ils vont mettre en place, Tout à effectivement. Alors les fait. questions. Moi, ce que j'ai vu dans le chat, on avait alors des questions. Vous avez parlé de formation créée ex nihilo ou aussi de digitalisation déjà existant donc du présentiel. On a les deux dans,
dans certains contextes, c'est intéressant de pouvoir, réduire ce qui se passe, sur, le présentiel pour justement amener des apports, théoriques, on va dire en amont et puis, ensuite garder sur le terrain les véritables, échanges et puis, parfois on a effectivement, des choses qui viennent, avec de nouvelles procédures, et cetera, processus et autres, à connaître, pour les populations terrain. Tu veux ajouter quelque chose, Gabriella, sur ces aspects du côté prod de contenu? Non, je trouve que c'est très clair, mais effectivement, ça peut être, tout type de formation, hein. On a des formations, parfois où il y a aucun contenu préalable, qu'on est amené à digitaliser parce qu'on va échanger directement avec les experts qui, eux, ont le contenu, vont apporter le contenu. Parfois, ça va être des formations qui étaient déjà digitales, qu'il faut remettre, à jour d'un point de vue contenu et modifier aussi un petit peu les activités pédagogiques. Ça peut être vraiment, tout type, de projet. Mmh. Donc ça, pour le coup, à la fois présentiel, synchrone, asynchrone, tout type, de modalité également. Est-ce qu'on remarque une montée des contenus d'IA générative, pas forcément bien cadrés? Alors tu pourras compléter Elodie, mais, de mon point de vue, effectivement, je remarque une montée, des contenus d'IA générative, enfin de l'utilisation globale de l'IA générative, notamment sur les images. Les textes, c'était déjà un peu le cas, ces 2 dernières années et on le remarquait pas mal. Je trouve qu'il y a un peu plus de recul sur les textes parce que je pense qu'à force de les utiliser, on commence à remarquer, quand ça a été produit entièrement par, une IA générative ou non. Mais effectivement, je vois de plus en plus d'images générées, via, l'intelligence artificielle. Hem Dans, tout type de contenu pédagogique d'ailleurs. Et à la fois par des personnes qui ne sont pas, issues, de la formation, mais qui utilisent l'IA générative pour, des, contenus pédagogiques. Donc, c'est hyper intéressant. Mais effectivement, pour revenir juste sur, l'IA générative, ça reste un moyen et pas tellement, nécessairement un résultat. Ou alors il faut très, très, très bien travailler le moyen et donc les prompts, et connaître assez bien, le fonctionnement des IA pour que ce soit, vraiment un résultat très proche de ce qu'on espère. Globalement, je pense que c'est un moyen et il faut repasser, derrière. Voilà, Élodie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette question-là? Sur le pas forcément bien cadré, qui était dans la question. Alors il y a différents types de cadrage. Il y a le cadrage, pédagogique, donc à voir comment on utilise l'IA, mais je pense que, de plus en plus l'usage il est assez, intéressant si on pose, les bonnes questions. On lui demande de nous poser les bonnes questions pour bien répondre à la question. Tout à fait. Ça, c'est une astuce. Après, bien cadrer dans le sens, aussi, sécurité, parce Ouais. que si, bon, on utilise des outils auteurs, qui, font justement bien attention, où se trouve la data, les accès aux contenus sensibles des clients, ça va. Mais si on utilise, du ChatGPT, grand public, pour, balancer tous ces secrets, de production, ça devient effectivement un peu dangereux. Donc voilà pour, il y a 2 cadrages, types à faire pour moi. Tout à fait. D'un point de vue sécurité, c'est aussi à prendre en compte, en fonction des outils d'IA utilisés, des réglementations auxquelles ils sont soumis ou non. C'est des choses à avoir en compte quand on les utilise, que ce soit pour de la génération d'images, de textes, de d'un petit peu tout en fait, à la fois sur les informations qu'on donne, et Mmh. puis sur les informations qu'on reçoit, regarder les droits et leur application avant de les exploiter. Oui. Et puis, Hem donc, dans la manière de traquer, les données, nous, on voit que souvent, on est en lien avec, le SIRH pour, inscrire les utilisateurs ou on a de l'auto-inscription. Si je prends aussi les populations, terrain en entreprise, étendue où on a comme, clients des sociétés dans le secteur, énergétique qui, elles vont adresser, des populations externes qui vont pratiquer l'auto-inscription. Donc, il faut pouvoir suivre ça, il faut pouvoir marketer
aussi l'information. Donc, il y a des outils de type marketing funnel sur la plateforme qui permettent d'envoyer les invitations à des séminaires pour les faire venir, etc. Et puis, toutes les données de tracking, elles sont envoyées soit au CRM, soit au SIRH, selon les cas. Donc, c'est important, effectivement, d'utiliser les données qui sont là, et c'est fait systématiquement. Mmh. Et puis, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? On avait peut-être un commentaire de Frédéric sur l'utilisation de WhatsApp pour les échanges professionnels qui n'est pas conforme au RGPD. Effectivement, je disais au début, donc les DSI ont un problème avec la sécurité, et puis c'est important de pouvoir l'encadrer dans les sociétés au niveau du BIOD, et l'utilisation de certaines applications sont interdites. Alors après, c'est important de le spécifier. Il y a aussi des formations sur quand on est sur les réseaux sociaux, comment on parle de son entreprise, etc. Donc, en Suisse, on a une flexibilité, on a un peu plus de flexibilité là-dessus. Donc, c'est bien de mettre un cadre, de le définir, de bien le diffuser aussi aux collaborateurs. Donc, voilà, il y a des exigences comme ça qui sont importantes. Merci Frédéric de cette remarque. Mmh. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire, et au plaisir de vous revoir à une occasion présentielle ou encore virtuelle. Merci à tous. Merci.